Salut les gamers et bienvenue dans Rétrospective, la chronique qui nourrit votre culture gaming. Aujourd'hui, nous allons parler d'une époque que le jeu vidéo aurait préféré oublier, le crack de 1983. Les choses. Malgré son nom, il s'agit plus d'une crise que d'un crack. Et cette crise n'a vraiment lieu qu'aux États-Unis, l'acteur majeur du jeu vidéo mondial en 1983. À une époque où le jeu vidéo se portait à merveille, ces variants d'Américains qui sont ont tué la poule aux œufs d'or en se concentrant plus sur la quantité que sur la qualité. En effet, plus d'une soixantaine de consoles de jeux sont sorties entre 1976 et 1983, et plusieurs marques se sont essayées aux jouets en vogue du moment comme Atari, Magnavox, Mattel, Coleco, Philips et bien d'autres. La plupart de ces consoles sont aujourd'hui surnommées des consoles Pong, car elles ne reprenaient que son système de base en le détournant à de rares occasions. Par la suite, les trois consoles stars de cette époque, l'Atari 2600 d'Atari, la ColecoVision de Coleco et l'Intellivision de Mattel, ont fait passer nombre de clones de Pac-Man, de Breakout ou d'autres jeux d'arcade à succès. Ces copies étaient bien souvent médiocres, et même le portage de Pac-Man sur Atari 2600 est devenu l'un des pires jeux de l'histoire. Le consommateur en a marre de ces mauvais jeux, mais les constructeurs continuent sur le lancer en proposant toujours plus de jeux similaires et surtout mauvais. L'exemple le plus célèbre est, bien évidemment, celui de l'adaptation sur Atari 2600 d'E.T. Les développeurs avaient à peine un mois pour le développer afin de concorder avec la sortie du film. Malheureusement, le jeu est horrible, pauvre en contenu, moche et incompréhensible. Des invendus restent sur les bras d'Atari qui, selon les rumeurs, les auraient fait enterrer dans un désert au Mexique. Ce fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase vidéoludique. Tout le marché du jeu vidéo est en crise, les jeux ne se vendent plus et les entreprises voient ces invendus au nombre de 3,5 millions pour Atari notamment, ferment leur division jeux vidéo. Mattel ferme Mattel Electronics en 1984, mettant fin à l'Intellivision, et Coleco se retire du jeu vidéo en 1985, abandonnant la ColecoVision par la même occasion. Et comme si cela ne suffisait pas, la console de salon subissait la concurrence de son ami de toujours, l'ordinateur personnel. En effet, ce dernier connaît un immense succès dans les foyers du fait de sa polyvalence. Les parents préfèrent avoir une machine permettant de calculer leurs impôts et éventuellement de jouer, plutôt qu'une console ne pouvant servir qu'à se divertir. Sans oublier que les ordinateurs personnels ouvrent la voie au piratage. Pourquoi payer un jeu pourri sur console alors qu'on peut copier un jeu sur ordinateur gratuitement? Les constructeurs se sont donc essayés à recycler leur console en ordinateur, comme avec la DAM pour la ColecoVision ou l'Entertainment Computer System pour l'Intellivision. Ces tentatives étaient des échecs, car leur reconversion a été faite à la va-vite pour attarder la mise à mort de leur console. Et surtout, ils ne pouvaient pas surpasser autant sur le plan graphique que fonctionnel des ordinateurs de l'époque, comme la Commodore 64, l'Amiga ou encore l'Atari ST. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté du Pacifique, au Japon, une entreprise connue jusqu'ici pour ses cartes à jouer Hanafuda ou plus récemment pour son jeu d'arcade Donkey Kong, décide de sortir sa première console de salon, la Famicom, qui deviendra en 1985 pour sa sortie chez nous, la Nintendo Entertainment System, plus communément appelée NES. C'est également cette année-là que sort sur arcade Mario Bros, où deux frères plombiers, Mario anciennement appelé Jumpman et Luigi, doivent combattre des créatures vivant dans les égouts de New York. Une autre entreprise nommée Sega sort également sa première console de salon, la SG-1000, le même jour que la Famicom de Nintendo. Seulement, elle ne sortira jamais du Japon. Il faudra attendre la troisième console nommée LG-1000 Mark III pour enfin voir Sega sortir ses consoles à l'étranger en leur renommant Master System en 1986. Mais on verra ça une prochaine fois. Cette crise ne fut pas sans conséquences sur le jeu vidéo que l'on connaît aujourd'hui. Les États-Unis furent détrônés de leur rang de premier du marché par le Japon avec Nintendo et Sega, et un règlement strict concernant le développement de jeux a été instauré afin d'éviter la prolifération de copies merdiques de jeux à succès.
Cela a donné lieu au célèbre Seal of Quality de Nintendo, qui s'assure que le jeu atteigne un certain niveau de qualité pour être publié. Néanmoins, ce règlement a pu être contourné, et c'est ainsi qu'on a pu voir sortir des jeux non licenciés sous le nom de Tengen, Color Dreams ou Camerica. En y réfléchissant, cette crise fut en quelque sorte bénéfique et obligatoire pour arriver à l'univers vidéoludique que l'on connaît aujourd'hui. Sans contrôle de qualité instauré après cette crise, on aurait pu voir débouler des tonnes et des tonnes de jeux merdiques au graphisme moisi et au gameplay pourri. Ou pire, on aurait pu assister à rien du tout, car cette crise a failli tuer le jeu vidéo si Nintendo et Sega n'avaient pas relancé le marché en proposant des jeux qualité. Imaginez ce que ce serait un monde sans jeux vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette rétrospective. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir pour le prochain épisode. Ciao les gamers!